Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, c'est Léa, l'hôte de votre podcast Wellness Impact. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marie Muller pour parler d'un sujet primordial pour tous les praticiens, praticiennes, coachs, thérapeutes du monde du bien-être et du mieux-être. Comment nos peurs et nos blessures influencent notre réussite entrepreneuriale. Jean-Marie est un homme au parcours extraordinaire qui bouscule les codes et nous invite à nous reconnecter avec notre véritable nature. Il a un don rare, celui de nous faire voir au-delà des apparences avec une authenticité désarmante. Médium, thérapeute et conférencier captivant, il partage son histoire avec sincérité dans cet épisode. Ce qui rend Jean-Marie si particulier, c'est sa capacité à démystifier la spiritualité tout en restant profondément ancré dans le concret. Auteur des livres La puissance de l'être et Les émotionnautes aux éditions Très Daniel, il nous aide à comprendre nos émotions et nos peurs avec une clarté saisissante. Dans cet épisode, on va explorer comment le syndrome de l'imposteur, les croyances limitantes autour de l'argent par exemple, et nos peurs profondes impactent notre capacité à développer une activité florissante dans le monde du bien-être et du mieux-être. Jean-Marie va nous montrer comment transformer ces obstacles en opportunités de croissance. Il va nous parler de la façon dont nos expériences passées influencent notre rapport à la visibilité, à la prospérité et à notre légitimité en tant que professionnels du monde du bien-être. Pour toutes celles et ceux qui se sentent parfois bloqués dans leur développement professionnel, qui doutent de leur capacité à réussir ou qui ont du mal à se positionner dans le monde du bien-être, cet épisode va vous apporter des clés concrètes de compréhension et de transformation. Alors, c'est parti pour l'épisode. Bonjour Jean-Marie, merci d'être avec moi aujourd'hui. Hello Léa, merci beaucoup de m'avoir invité à ton podcast. Je suis super contente de t'accueillir. Comme je le disais un peu en off avant qu'on commence l'enregistrement, j'avais vraiment envie de t'accueillir parce que tu étais au sommet des professionnels du bien-être et moi je t'ai découvert vraiment au sommet de comment voilà ta manière d'être, de parler, de ton énergie et je me suis dit je veux Jean-Marie sur le podcast. Écoute, je me sens tout honoré, voire même ému. Voilà, des fois on pense pas que ça se fait comme ça parce que voilà on fait une émission ou un sommet et puis bon, voilà, ça s'arrête là et tout d'un coup quelqu'un revient. Mais tu sais, ça fait toujours plaisir, vraiment. Je serais un énorme menteur en disant « Oui, mais tu vois, non, ça fait toujours du bien. » C'est aussi une forme de reconnaissance. C'est une forme de reconnaissance pour son travail, pour ce qu'on est. Je pense que c'est important pour tout le monde. Ah mais carrément. Et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec plaisir, vraiment. Alors Jean-Marie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de qui tu es ? C'est la grosse question parce que c'est vrai que c'est un parcours vraiment, on peut dire, avec des remous, avec des pertes d'identité, vraiment. Voilà, on va dire dans l'enfance, j'ai vécu des choses dites un peu paranormales pour les gens pour qui ça fait peur. Donc il y a eu mon enfance a été bercée de choses comme ça, d'accord, mais sans que je prenne ça comme quelque chose de bizarre. Voilà, c'est comme je joue au foot à un moment donné derrière la maison et puis à un moment donné la nuit et tout ça, il se passait plein de choses. Mais je dirais arrivé à l'école, ça c'est très vite compliqué. En somme, il y a plusieurs choses. C'est que j'étais quelqu'un qui avait peur de tout. Mais vraiment, j'avais peur d'aller à l'école, j'avais peur des filles, j'avais peur des garçons. Bref, tout me faisait peur. Donc très vite, c'est un frein. Parce que c'était omniprésent et personne n'en parlait, c'est ça. Donc on a l'impression d'avoir un cheval fougueux, voire même un monstre, des fois à l'intérieur de nous, tellement on se dit, mais pourquoi personne n'en parle ? Et j'osais même pas, j'en parlais pas à mes parents ou très peu parce que j'étais seul face à moi-même et ça posait très vite des gros problèmes, bien sûr, parce que
bah, pour tout, pour apprendre, pour les premiers amours, pour le travail, parce que du coup, des fois, j'étais tellement timide aussi très rapidement. La timidité est venue, j'osais pas parler avec les gens, donc ça m'a posé problème. Donc aussi, là aussi, la vie s'est scindée en deux. Vers 17 ans, je me suis intéressé à plein de choses où normalement on ne devrait pas trop s'intéresser à 17 ans, mais moi oui, l'invisible, le paranormal, la vie après la mort, tous ces sujets m'intéressaient. Et puis l'école assez peu, à part peut-être la géographie, le dessin, la musique, tout le reste vraiment. Et puis cette idée quoi faire de ma vie. J'étais au clair à 6 ans. Je savais que j'allais en somme transmettre, enseigner, faire des conférences. Je me voyais déjà, je m'entraînais. Et puis après, par contre, le grand vide. Voilà, un peu d'école, au début d'école d'ingénieur raté, après technicien en génie civil. Bref, j'ai été jusqu'au bout de ma profession. Mais ça, je m'emmerdais grave, tout ça m'ennuyait. J'avais l'impression de jamais être à ma place, d'accord? Donc après, ça s'est encore aggravé, bien sûr, parce que à la fois, j'avais une vie à côté où je faisais des stages de développement personnel très jeune. J'ai été en Inde, j'ai fait plein de choses, d'accord? Parce que c'est ça qui me nourrissait. Et d'un autre côté, une vie délabrée en société, une vie où je me trouvais pas, mes vies, comment dire, le sentimental, un désastre. En somme, j'ai maîtrisé parfaitement un domaine, c'est les échecs. Vraiment, c'est tout ce que je touchais se transformait en M tellement c'était désastreux. Pour arriver à un seuil où je suis tombé vraiment grave dans l'alcool, la drogue, donc vraiment, comment dire, j'ai été au 20e sous-sol et quand je dis, c'est pas juste un verre, tu vois, c'est vraiment, je buvais 7, 8 litres d'alcool, plus des drogues diverses, les drogues pour exciter, pour calmer, bref. Donc je vivais là-dedans pendant des années. Et donc, autant me dire que c'est invivable pour ceux qui sont autour, pour mes parents et tout ça. Et c'était très difficile, tout en ayant des choses spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, j'ai toujours vraiment eu un sens de l'observation et puis la capacité de voir derrière les choses. Donc, ou même d'entendre les pensées des gens. Ce qu'eux-mêmes n'entendaient pas, tu vois. Donc, dans mon enfance, je voyais déjà, j'ai eu quelques claques à cause de ça. Et puis après, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ça? Ou aussi des choses que je recevais, mais qui pertinentes. Hein. Souvent, on croit que quand on a un peu des contacts dans l'autre monde, que c'est des choses vaseuses. Non, non, en tout cas, les miens sont très précis dans le travail de thérapie que je fais. Ils m'aident, ils me montrent des choses, ils me font tomber mes propres croyances. Donc, tout ça était là. Alors, il y avait toujours un côté aussi scientifique, tu vois, dans ça. Moi, j'ai besoin de démonstration, j'ai besoin de concrètement être là sur Terre. Donc, c'était important pour moi aussi de ne pas vriller. Mais c'est vrai que quand j'étais arrivé tout en bas, il y avait deux solutions. Soit je me dis, bon, c'est la fin, parce que ça aurait pu être, hein, j'ai fini avec l'autre colonne. Voilà, j'ai fini avec de l'autre colonne quand même, c'est grave. Donc, au niveau de l'alcool, à un moment donné, j'ai dit, bon, là, j'en peux plus, je suis fatigué de moi et puis dans des états émotionnels que oh là là. Puis tout d'un coup, j'ai dit bon, maintenant arrête tout ça. Il faut que tu t'assumes parce que c'est ça. En somme, je ne voulais pas de cette vie en public, de parler toutes ces choses. Je voulais qu'on me laisse tranquille, tu vois, parce que c'était trop dangereux de faire des trucs comme ça. Les gens ils vont dire qu'est-ce qu'il nous fait encore là, le Jean-Marie, il est complètement fou. Le fait d'être rejeté, de pas être aimé, c'était tellement fort. Et à un moment donné, j'ai dit j'y vais. Et c'est vrai que du jour au lendemain, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté les drogues. Ça a été en 3-4 jours, j'ai dit c'est fini. Je savais que c'était fini. Je commençais à faire mes premières affiches. J'ai téléphoné pour faire mes conférences. Tu vois, c'est incroyable. C'est du tout au tout. Et puis voilà. Et puis ça fait maintenant bien quelques années. Donc entre-temps, j'ai bien bourlingué. Donc j'ai pu aller beaucoup en France, en Belgique, au Québec, pour donner des conférences, des ateliers, des séminaires, des congrès, enfin bref, plein de choses. Sur quel sujet tu donnes des conférences, des ateliers, des séminaires et tout? Je sais que tu as écrit des livres. Ouais, c'est très varié. Ça dépend ce que je vais privilégier. Il y a des fois où je vais écrire, c'est vraiment, on va dire, le travail sur les blessures, qui sommes-nous vraiment, comprendre comment on fonctionne, voilà, et comment les blessures à l'intérieur de nous vont faire qu'on vit les choses ou pas,
ou de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans nos vies, parce que souvent on a des réponses un peu toutes faites, mais qui me satisfaisaient jamais, tu vois. Le dire, ah oui, oui, ça c'est ton chakra 2, pour moi c'est pas des réponses, tu vois, parce que si j'ai des problèmes de couple, que ça va pas, j'aimerais plus de précision, et j'arrive vraiment, et dans ce sens-là, d'amener vraiment une vision claire, et puis aussi le travail pratique. Après, j'ai fait partie des gens, je suis certainement pas le premier, mais en tout cas à l'époque c'était rare. J'avais fait une de mes premières conférences, vous êtes tous médiums, ça m'a valu un peu des ennuis, mais beaucoup d'intérêt. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, et puis j'ai créé des jeux comme ça pour que les gens puissent les développer, plus les travails, parce que certaines personnes étaient déjà très développées, mais c'est les blessures qui empêchaient de voir. Donc, j'ai appris à mélanger les deux. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi dans le chamanisme qui m'ont intéressé. Donc, je l'ai pratiqué pendant des années. J'ai fait vivre des expériences avec les gens fortes, vraiment. Et ça m'a toujours... ça a beaucoup aidé à oser être, tu vois, vraiment libre dans sa puissance. Et de voir qu'on est constamment soutenu, aidé par plein de choses, d'ailleurs, dans cette... Voilà. Et c'est un peu les deux choses. Il y a une troisième chose qui va venir... Alors voilà, dans mes livres aussi, le premier, c'est vraiment un guide pratique. On aurait pu l'appeler le petit guide de la vie sur Terre. Voilà, tout ce qu'il y a besoin de savoir avec des aspects pratiques. Après, ça me semblait important, les émotions, c'est clair, c'est pas spectaculaire comme sujet. Par contre, la manière dont on va les aborder, la manière aussi, tu vois, parce que j'ai entendu beaucoup de choses aussi. Il y a des choses où j'ai adhéré à une époque, mais je dis, mais c'est de la folie de faire ça, tu vois, où on mentalise encore, on complique encore ces émotions, tu vois, au lieu d'essayer de les apprivoiser, d'oser aller à l'intérieur, et puis d'arrêter d'avoir un jugement négatif sur tout ce qui est de la colère, de la peur, parce que ça aussi, je trouve que ça nous amène à fuir et puis à pas voir l'utilité de chaque émotion. D'accord ? Donc l'idée, c'est plutôt d'être fluide, de ne pas les refouler, de les apprivoiser comme un cheval fougueux. C'est ce que je dis avec la peur. La peur est surtout un cheval fougueux, voilà, et qui peut nous tétaniser, tout ça. Donc, comment apprivoiser ça pour que ça reste plus léger, et puis surtout, de ne pas dire que ça ne sert à rien, parce que ça sert. La peur, ça sert. Justement, tu parles de peur, Jean-Marie. Moi, c'est de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, parce que ici, tu es sur le podcast écouté majoritairement par des professionnels du bien-être et du mieux-être, que ce soit des énergéticiens, que ce soit des sophrologues, des naturaux, etc. Et ce que j'ai pu identifier ces dernières années, c'est effectivement des peurs assez courantes, assez communes même, liées à la légitimité, au syndrome de l'imposteur, à la peur de l'échec, à la peur de la réussite aussi, à la peur de se montrer. Tu vois, il y a pas mal de peurs qui sont assez communes. Et du coup, moi, j'ai une question pour toi. D'abord, toi qui, j'imagine, côtoie énormément de professionnels du bien-être, ou en tout cas quelques-uns et quelques-unes, quelles pourraient être, alors là où les raisons, on va plutôt, à mon avis, les mettre au pluriel, mais pourquoi il y a autant de peurs qui sont communes chez les professionnels du bien-être ? Tu vois, si on devait y réfléchir là comme ça, à tête, à cœur ouvert, qu'est-ce que tu as identifié, toi ? Alors, c'est vrai qu'on peut vraiment mettre les, d'accord ? Et puis, je pense que c'est pas seulement, comme j'ai côtoyé aussi des gens qui viennent pas du milieu du développement personnel, on n'est pas si différents que ça, d'accord ? Maintenant, c'est clair, parfois avec des valeurs dites spirituelles ou d'ouverture, on a une tendance aussi à manquer un peu d'enracinement, d'accord ? Donc, on va avoir des peurs spécifiques. Il y a certains qui croient, ah oui, mais l'argent, voilà, c'est quand on est au service du monde, on a tout ce genre de croyances qui fait que de toute façon, à un moment donné, on n'est plus sûr de soi si vraiment on va pouvoir gagner de l'argent ou pas. Donc ces peurs apparaissent, d'accord ? Après, en réalité, là où c'est génial, c'est quand même, on peut voir ces choix ne sont pas du tout un hasard, même par rapport, si je regarde à mon éducation familiale sur l'argent, par exemple, sur la peur de l'insécurité. Et je vois que grâce à ce que je fais, je peux les travailler dans tous les sens. Je dis bien dans tous les sens. Okay.
Mais il faut jamais oublier, je voyais l'autre jour, ah oui, mais c'est la peur qui est à l'origine. Je vois beaucoup de gens qui sont axés sur l'émotion, mais en réalité, le problème, ce n'est pas la peur. C'est la manière dont vous allez gérer, apprivoiser cette peur et d'en avoir conscience et qu'est-ce que vous allez en faire, d'accord? Et c'est pour ça, parce que je vois les gens qui prennent ça comme un ennemi, ou alors quand on est dans le côté moitié, oui, on passe au travers de la peur, ça sert à rien, c'est de la merde. Ben, je peux vous assurer qu'un jour, cette peur vous rattrape, parce qu'en somme, c'est comme si on la mettait à l'intérieur de nous à quelque part, on s'anesthésie, mais ça gonfle. Et à un moment donné, ça explose par une situation, une maladie ou quelque chose comme ça. Donc, on a intérêt à plutôt voir. Voilà, quand j'ai une peur, par exemple, liée à l'entreprise, je regarde si c'est... Allez, celles que tu as citées me conviennent très bien, puisque à un moment donné, tu te dis, mais je suis un imposteur, je suis un autodidacte dans tout, tu vois, je suis pas un psychologue, j'ai pas fait d'école de médium spécifique qui me donnerait un diplôme, en tant que thérapeute... j'ai beaucoup appris avec beaucoup de monde, y compris même avec avec l'autre monde, mais tout ça, à un moment donné, j'ai dit, mais ça n'a aucune valeur, il n'y a aucune démonstration de quoi que ce soit, donc je suis un imposteur, ok? Donc j'ai cette peur-là. Mais en réalité, je pourrais dire, ah bah tiens, c'est par rapport à cette situation. Mais je vois dans mon enfance, c'était déjà le cas. Je vois à l'école, quand je parlais, par exemple, de sujets un peu bizarres, tu vois, que, disons, dans les exposés qu'on devait faire, j'avais des sujets un peu différents, mais ce sentiment-là venait déjà de là, puisque mes parents n'ont pas appris à dire, écoute, la valeur, c'est toi, c'est ce que tu es, c'est le diplôme, et on nous dit, c'est le diplôme qui te fait ta valeur. Le pire, c'est que c'est même pas le cas, puisqu'il y a des gens qui ont doctorat, mais ils ont toujours l'impression, en somme, c'est pas relié au diplôme. C'est ce qu'on croit, mais beaucoup de gens ont des diplômes, ils ont le même problème. C'est une question de toi avec toi. À un moment donné, est-ce que tu peux te retourner en disant « Waouh, génial ce que tu fais, tu es merveilleux, tu es grandiose, tu vois ?» Qu'on se prend le temps de s'applaudir et en somme de se reconnaître soi-même égal où on en est. Mais c'est vrai que pour certains, c'est le diplôme, mais pour d'autres... ça sera autre chose, parce qu'en somme, c'est une blessure. Ça nous montre juste une blessure qu'on a dedans, cette peur. On ne devrait pas juste être axé... Tu vois, c'est comme l'argent, dire, l'argent, c'est normal, on a peur de l'insécurité, c'est tout. Il y a plein de choses derrière. Et dans ce syndrome de l'imposteur, j'avais fait d'ailleurs une vidéo, malheureusement, qui a disparu, je ne sais pas pourquoi, Facebook. Il l'a éliminé. Voilà, qu'elle n'était pas dans... Pourtant, j'ai rien dit de spécial, à part que... je trouvais l'entrée intéressante, un peu bousculante pour certaines personnes peut-être, mais j'avais donné un point de vue où je me disais, mais des fois, même ceux qui dénoncent, oui, qu'il faut faut laisser tomber ce syndrome de l'imposteur, et sans s'en rendre compte, je voyais des gens d'ailleurs qui disaient, ah oui, mais les diplômes servent à rien. D'accord? Par contre, avant qu'ils commencent à parler, la personne, elle dit, voilà, il est docteur en ça, docteur ci. J'ai dit, mais donc, du coup, tu utilises quand même tes diplômes. Donc, ça sert à quelque chose, mais tu peux pas... Et ce genre de choses va plutôt faire l'inverse chez les gens qui en ont pas. Comme je mets tout ça en avant, que je peux les oublier, ça met encore une valeur plus haute. C'est-à-dire, regardez, j'ai 3 doctorats, j'ai tout foutu à la poubelle. Et moi qui en ai pas, j'aurais... Et ça fait, en somme, on se rend pas compte ce qu'on fait aux gens quand on fait ça. On va justement attiser encore plus le syndrome de l'imposteur. J'ai dit, mais attends, si lui déjà, il estime qu'il peut parler de ça, et toi t'es là, ça stimule pas toujours, contrairement à ce qu'on croit. Et voilà. Donc, c'est tellement différent pour chaque personne, c'est intéressant. Par contre, vraiment, ce que j'ai vu qui aide, c'est vraiment de se prendre un espace dans notre vie pour se complimenter jusqu'à ce qu'on sente qu'on est capable. Alors, bien sûr, en France, ça paraît bizarre parce que tout de suite, mais qu'est-ce qu'il est égocentrique. Dans les pays anglophones, c'est l'inverse. Quelqu'un qui dit oui, je suis rien, voilà, il y a pas de souci. Bon, dans le monde des coachs, un peu moins, mais dans le monde dit du développement personnel, de la spiritualité, je trouve, il y a, je sais pas, il y a quelque chose presque comme un tabou de dire, tiens, j'étais brillant dans cette conférence, je me trouve merveilleux, mais quel égo est là. Et ça va soutenir encore plus cette souffrance de l'imposteur, parce que, comme toi-même, tu t'autorises pas
à vraiment dire, OK, je suis ça, j'ai tous ces retours, je suis vraiment fantastique, et ben du coup, les autres vous cassent là-dedans. Et du coup, on a encore plus de peine. Donc, on va être faussement modeste, comme on le joue souvent, un peu comme les politiciens. Mais non, tu sais, je fais rien du tout. Et ensemble, c'est pas vrai. Ça, c'est juste de la stratégie pour qu'on te dise, mais non, mais tu es grandiose. Mais ça va vous rendre dépendant des gens. Ça, c'est le truc. Moi, des fois, en conférence, vraiment, j'ose. Quand vraiment, j'ai dit, ah, tiens, je me suis trouvé merveilleux. Je vois les gens tout d'un coup. Oh, j'ai dit, ah, ça vous fait quelques émotions. Hmm. c'est et, et les peurs sont nombreuses. Hein. Il y a des peurs de déplaire aussi, je vois, de pas être à la hauteur. Je pense que Oui, c'est mais tu vois, vraiment. Ouais. elles sont souvent communes dans le milieu du bien-être. C'est ce que je te disais. Mais C'est qu'est-ce que que tu moi, dis ce que commune j'observe, c'est que dans le sens commune, pour que la, je la- comprenne bien. en fait, si tu veux, ce que j'identifie, c'est Oui, commun. L'histoire ne l'est pas. Leur histoire est évidemment singulière, mais la légitimité, le syndrome de l'imposteur, la confiance, ne pas prendre sa casquette d'entrepreneur, la peur de l'échec, la peur d'investir, c'est des peurs. C'est vraiment, il y a 4-5 peurs qui sont quasiment à 90% toujours dans le milieu du bien-être. Tu vois? Et oui. ces peurs sont identifiées pourquoi? Parce que moi, je vois que ça les freine dans leur développement d'activité. Tu vois? Donc, est-ce qu'il y aurait un facteur commun? C'est la question que j'ai envie de te poser, tu vois, dans Oh, le milieu du bien-être. il y a des facteurs communs, d'accord. Déjà, quand on prend les notions d'argent, si on regarde bien, c'est très varié, d'accord, pour des gens. Donc forcément, pour moi, il y a des facteurs communs. C'est des croyances reliées que tout ce qui fait du bien aux gens, qui aide les gens, ne devrait pas être monnayé. Maintenant, que les gens y croient ou qu'ils croient pas, ça veut pas dire qu'ils ont pas cette croyance. Parce que s'ils ont vu leurs parents dire «Ah, c'est quand même pas possible, ce salopard, il demande encore 150 euros», ça a l'air de rien. Vous avez beau dire «Oui, oui, je suis ouvert». Moi, je suis pas comme ça, mais la croyance, vous l'avez quand même dans une partie de vous. Puisque je travaille beaucoup au niveau des facettes, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir ce que vous savez déjà, c'est ce qu'une autre partie de vous croit qui va créer, par exemple, comment dire, une sécheresse financière ou une abondance matérielle, d'accord? Parce que elle est là, cette croyance, elle dit, ah ben non, tu peux pas faire ça. Et on a honte, ou voilà, donc il y a des choses comme ça. Ou alors, le fait que dès qu'on s'éveille, qu'on est sur un cheminement, combien de fois on a entendu ce leitmotiv qu'il faut simplement, il faut se laisser aller, que les choses viennent, d'accord? Et là, on voit bien qu'à un moment donné, bon, tu fais un projet, tu te mets en avant, tu oses te montrer au monde. Et donc, tu vas travailler aussi cette peur d'être visible, tu vois, d'être dans ton rayonnement, d'accord? Et ça, beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité, puisqu'ils ont été éduqués ou dans le développement personnel, d'une manière judéo-chrétienne quand même, où on se dit, d'ailleurs, la preuve, cette humilité qui court dans ce milieu-là, montre bien cette chose-là. C'est que les gens, alors je dis pas qu'il faut être toute la journée, moi je, mais naturellement, tu devrais être fier de toi. Tu peux dire, voilà, j'ai fait ça, c'est génial. Et dans ce milieu-là, je suis désolé, c'est minoritaire. Je parle pas du milieu des coachs qui sont des professionnels dans le domaine de l'entreprise, où je pense que c'est plus clair à ce niveau-là. Mais dans le milieu du développement personnel en général, ou voilà, la spiritualité, je trouve que c'est quelque chose de très marqué. C'est que, ou bien que tu oses mettre plusieurs choses. Allez, si tu mets, admettons, je mets auteur, médium, thérapeute, ça va encore. J'en rajoute un ou deux et tout de suite, ah non, mais pour qui se prend et tout ça. Donc ça montre bien ce verrouillage. Mais ce verrouillage, il crée quand même de l'appauvrissement général. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu veux être en lumière dans quelque chose qui te passionne, il y a besoin d'apprendre à rayonner, à oser être, puisqu'on est aussi dans la spiritualité, à oser être. Mais c'est oser être, c'est concret, c'est pas juste un truc où on est assis sur un siège et on prie. Donc c'est vraiment dire, OK, je me mets en avant, j'ose parler sur Facebook, et je vois, j'accompagne beaucoup de gens dans ce sens-là. Ça, c'est quelque chose, c'est un grand classique. Oui, mais tu sais, moi, Facebook et puis Instagram, je suis pas vraiment de ça, et puis je suis pas d'accord avec ça. Et moi, je leur dis, tu crois que c'est vraiment la vraie raison? Si tu me disais simplement que t'as peur d'être rejeté, que les gens vont te juger, que ta famille va te voir, ça, c'est mieux.
Parce que souvent, on met ce genre de belles choses en avant. Et ça, c'est très fort, je trouve. Et puis aussi, les idéologies qu'on a avec l'argent. Il y en a beaucoup et on les oublie et ils viennent en pleine poire, celles-là. À un moment donné, tu vois. Moi, je veux dire, mais oui, mais tu vois, c'est pas bien de faire de la pub, de se mettre en avant, parce que en somme, on se monnaie, on se vend. J'ai dit, mais bien sûr, quand tu parles devant les gens, tu te vends quelque part, mais pas comme tu crois. Tu vas pas te pervertir. C'est juste te mettre en mieux. Voilà qui je suis. Et puis les gens qui ont envie de venir pourront venir vers toi, mais comme tu fais là, j'ai dit, non, bon, il y a quelque chose qui joue pas, en somme, là-dedans. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai pu remarquer. Oui, ou ce côté très caché, quoi. C'est incroyable parce qu'on est quand même dans un milieu où on se dit être authentique. Et je trouve que c'est un milieu où les gens ont beaucoup de peine à être authentiques. On se cache quand on a des problèmes. Ou alors on se dit, bah tiens, merde, j'ai moins de clients qu'avant, qu'est-ce que je fais? Là, je dirais, autant, je dirais dans le monde coaching classique, c'est plus facile. Mais une fois qu'on a atteint une certaine, notoriété ou que ça a plus ou moins marché, après d'oser dire que ça marche moins bien et tout ça, donc je vois qu'on est dans un milieu quand même très souvent hypocrite. On ne parle pas vrai sur nos problématiques, donc ça fait un autre problème. C'est que comme on cache, on n'a pas des solutions qui viennent. Oui. Tu vois, ça fait penser, excuse-moi, je t'ai coupé, mais est-ce qu'on ne parle pas vrai ou est-ce qu'on ne se dit pas la vérité à soi-même? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que des fois, on n'est vraiment pas conscient de ce qui se passe, tout court. Après, on parle pas vrai, mais effectivement, on peut le dire dans les deux sens. On se ment à nous-mêmes, on se fait notre petit film parce que parce que chacun a ses blessures, ses croyances, ses peurs. Comme on n'en parle pas ou on n'en a pas conscience, elles ont un effet sur l'entreprise, sur notre démarche. Je vois bien, avec ses limites aussi, parce que ça veut pas dire que tout ne s'explique pas non plus si simplement, d'accord? Il y a vraiment des niveaux plus profonds dans les expériences à faire que aussi c'est quelque chose que j'enseigne, mais qui est pas très à la mode parce que ça montrerait que, ouais, certaines idéologies, moi j'ai appelé ça le capitalisme spirituel, où on a cette espèce de rêve américain là, spirituel que tout le monde va avoir 150 000 euros, 50 000 cas, il suffit de faire ci, il suffit de faire ça, et si tu le fais pas, c'est que t'es con, ou alors que t'es pas conscient ou négatif. Donc ça amène les gens quand même à être très prudents là-dedans. J'ai dit, si vous avez cette idéologie-là, vous serez frustré longtemps. Parce qu'il y a d'autres critères dans la vie que le matériel ou cette réussite-là. Je peux comprendre les idées, mais d'abord, il faut voir comment vous vous comportez dans n'importe quelle situation, parce que c'est là qu'on apprend. C'est que vous soyez dans l'abondance, la prospérité, dans des périodes secs, si on sait voyager et être bien quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'après, tu n'as plus besoin de courir dans tous les sens. J'allais te demander comment, du coup, identifier ces peurs. Comment identifier ces blocages qui t'empêchent potentiellement de se réaliser, comme tu le disais? Comment on fait? Il y a vraiment à bien se connaître et souvent on ne se connaît pas bien. On est vraiment l'être humain est composé, on va dire de plusieurs dimensions. On parle de la dimension physique, émotionnelle, mentale. Déjà savoir qu'on a une construction un peu plus sophistiquée que du flou, oui, ou juste corps physique avec quelques pensées. Et c'est bien de savoir comment ça fonctionne. Plus on est composé, ça en psychologie, voire dans certaines philosophies, on en a parlé, d'archétypes, de sous-personnalités. Moi, j'ai appris ça plutôt des expressions de notre individualité qu'on va utiliser. On parle d'enfant intérieur, du sage intérieur. Ces choses-là sont visibles. Elles sont palpables. Donc, si tu arrives à bien cibler ça, tu verras où sont tes peurs et qui a peur en toi. Surtout, qui a peur? Quelle est la blessure là derrière pour bien cibler qui a peur. Ça peut être avec d'autres émotions, d'autres pensées, la même chose. Moi, tout d'un coup, quand j'ai une pensée qui tourne en rond comme ça, je sais déjà que je refoule une émotion et qu'il y a une facette derrière qui me parle. Donc, systématiquement, si je sais ça, donc je peux aller à la source de ce qui se passe et trouver une solution en disant, bon, ok, c'est nouveau un peu la même qui me fait le même chantage à la vie. Ok, qu'est-ce que je peux lui apporter? Et concrètement, créer un espace pour cette partie-là de toi. Vraiment, j'ai vu que ça marche. Par exemple, quand on parle de l'enfant intérieur, si on a une éducation
spécifique qui va faire que l'enfant se dit mon Dieu, mais moi je veux pas tout ça, ça me fait peur, d'accord? Si on le voit pas à un moment donné, il y aura des problèmes avec le cabinet, toi tu vois rien. Donc quand tu détectes ça et que tu vois un peu le mécanisme qu'il y a derrière, c'est là où beaucoup de gens s'arrêtent, ils savent, c'est bon, on tourne la page, en réalité pas du tout. C'est qu'il faut créer 5 minutes, 10 minutes par là pour cet enfant et tu lui parles, dire je suis là maintenant. On va faire ça pas à pas, t'en fais pas, ça va pas s'écrouler comme avec papa qui a eu son entreprise, d'accord? Je suis là pour toi, parce que souvent c'est des schémas. Et quand tu fais ça, quelque chose de magique se passe. C'est pas beaucoup de temps, c'est juste la conscience et de le faire. J'ai remarqué ce qui marche mieux, c'est de le faire à voix haute, avec de l'émotion, pas dans sa tête, parce que sinon on se perd nouveau dans l'intellect, tu vois. Et du coup, ça s'apaise et ta situation et même les gens que tu vas attirer très précisément change. À une époque, j'attirais beaucoup de gens extrêmement agressifs, mais parce que j'avais plein d'agressivité. Tu vois? Et le moment où j'ai compris ça, que c'était chez moi l'enfant qui était plein de colère, mais qui osait jamais la sortir, eh ben, je me suis autorisé à la sortir en tapant bien dans un coussin et j'ai accompagné cet enfant. J'ai dit, écoute, maintenant, quand tu es en colère, on va faire des jeux, ok? Et j'ai fait des jeux. Et donc, du coup, je voyais qu'autour, m'arrive encore, hein. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'agresse ou tout ça, mais c'est très, 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 très rare. Vraiment. Et donc là, je me suis dit, même modèle pour l'entreprise, parce que finalement, l'entreprise, c'est la vie, c'est ta vie, c'est un prolongement de toi. Et là-dedans, tu vas te rencontrer aussi. C'est génial parce que tu verras que c'est pas toujours le chef d'entreprise qui est à l'œuvre. C'est évident. D'accord? Dans les choses qu'on fait, on ne regarde, c'est pour ça, il y a une connaissance précise à avoir de soi, de ce que tu fais dans tes journées. Parce que tout paraît évident, rationnel, comment dire, ça ronronne. Mais quand tu regardes dans les détails, tu te dis, mais c'est vrai, pourquoi j'ai réagi à cette chose-là? Pourquoi j'ai fait ça? Tu vois, tout d'un coup, hop, tu arrives sur Facebook, tu dis, oui, là, j'ai senti une belle intention. En réalité, tu es en train de réagir parce que tu es jaloux de quelqu'un que tu as vu qui réussissait mieux que toi. Mais cette énergie va t'amener des ennuis. Parce que tu auras plein de colère quand tu parles et les gens, ouais, t'as raison. Tout s'emballe et du coup tu comprends pas à dire mais pourquoi. Tu vois, je te donne un exemple vraiment, et puis il était significatif. C'est un psychothérapeute, vraiment, il est excellent, vraiment. Mais pendant un moment de sa vie, il a dit, je ne comprends pas ce qui se passe, les gens me fuient, j'ai plus personne au cabinet, je comprends pas. Et puis je lui coupe la parole, tu vois, plusieurs fois comme ça, mais parce que je voyais ce qui se passait. Je dis, putain, c'est quoi cette histoire? J'ai envie de te tuer, je sais pas d'où ça vient. J'ai dit, ça vient. Et puis, j'ai dit, mais explique-nous, qu'est-ce que tu as vécu avec ton père? Il m'a dit, depuis ma naissance, jusqu'à l'âge de 18 ans, quand je lui ai donné un coup de poing, il me hurlait dessus toute la journée. Mais vraiment, comme, tu vois, d'une violence, il m'a tapé, hurlé, jusqu'à 18 ans, j'étais plus grand que lui. Je lui ai donné un coup de poing, je suis parti. J'ai dit, tu vois, cette rage, elle est encore là. Et je sais pas, quelque chose a fait, je pense une fois en thérapie, ça a ravivé ça pour que tu t'en occupes. Parce qu'effectivement, quand je te sens comme ça en énergie, tu as l'énergie d'un tueur. Donc les gens, ils sentent cette énergie, ils sentent plus le thérapeute, donc ça vide. Et j'ai dit, on va le travailler là. J'ai dit, tu vas faire mieux que ton père, tu vas être plus puissant dans ces hurlements, mais concrètement, d'accord? Il m'a dit, non, me demande pas ça. C'est pas possible. J'ai dit, allez, on va y arriver. Et là, j'avais moins peur, hein, parce que je me dis, mon Dieu, et je t'assure, il a fait ça pendant 10 minutes devant nous tous, tu vois. Comment son père il faisait, mais en mieux, plus fort. Je t'assure, je tremblais. J'ai l'habitude, tu vois, mais je tremblais parce que j'ai dit, il faut qu'il sorte ça, et tout d'un coup, il s'est écroulé en pleurs. Et là, tu vois, je fais vraiment quelque chose qui va cautériser un peu, et puis, et c'est incroyable parce que juste ça a fait que la semaine d'après, il a commencé à refaire son cabinet. Plein de gens sont revenus. C'est-à-dire, ce genre de petits détails, on les travaille rarement. On est beaucoup trop seulement, ah oui, stratégie, voilà, si je fais ça, la clientèle doit arriver par milliers parce que j'ai choisi là. C'est un morceau seulement. Il y a l'autre morceau, c'est toi, dans tous tes états, dans ce que tu es venu travailler, transformer, changer. Et c'est intéressant parce que vraiment, quand je fais une lecture, quelqu'un qui vient comme aujourd'hui, principalement pour ses problèmes en entreprise, je lui dis, tout d'un coup, j'ai dit, tiens, d'accord, j'ai vu, donc son problème d'entreprise venait vraiment de sa femme. Et des conflits qu'ils avaient, mais qu'il n'arrive pas à résoudre parce qu'il n'ose rien dire. Donc,
dans son travail, il a des comportements où il se plaint, où il sort un peu ces trucs-là, c'est insupportable pour les gens qui travaillent avec lui. Et donc, ça fait que c'est moins bon, les résultats sont moins... Bref, et c'est intéressant de voir ça. Et en plus, c'est très... à la fois, c'est très technique, si tu regardes bien, c'est pragmatique, on est dans la matière, les émotions. Et à la fois, déjà, c'est une ouverture de conscience, parce que si tu vois ça, tu commences à voir plein d'autres choses. Et tu dis, attends, mais c'est vrai, tu vois, je suis comme ça avec ma femme, c'est insupportable. Avec mes amis, je me plains toujours, mais c'est pas possible. Comment je fais ça? Je comprends qu'elle veut plus me téléphoner. Bah, des fois, les gens, ils vous téléphonent pas plus pour rien. C'est que des fois, on est imbuvable. Et on le voit pas, tu vois, parce que des fois, on joue des rôles. Et s'en est plein. Il y a un mélange de tout. Et dans l'emprise, je trouve que c'est quelque chose de magnifique parce que il y a plein de choses qui se passent. Et j'ai eu le temps d'observer parce que j'ai travaillé aussi dans l'entreprise, à la fois comme employé, puis à la fois aussi comme quelqu'un qui a des responsabilités. Donc, en tant qu'observateur, j'en ai vu des choses et j'ai vu aussi ce qu'on pourrait changer. Ça me soulève une question. Est-ce que tu penses qu'on a tous cette capacité d'auto-analyse et du coup de travail sur soi? Est-ce que tu penses qu'on est tous égaux là-dessus? Je ne mettrai pas l'analyse en premier parce que c'est autre chose d'abord. L'analyse, ça vient à la fin. C'est juste, imagine, d'accord? Si je fais ça, enfin, les auditeurs verront pas, mais on va dire, j'ai comme une espèce d'entonnoir, d'accord? Je regarde au travers du mauvais côté, dans le côté fin, c'est très étroit. Je l'enlève, je vais voir tout le paysage. Tu vois, c'est un peu comme un tableau que tu regarderais où tu regardes juste un petit coin, tu vois juste un bout d'arbre avec des feuilles. Tout d'un coup, tu ouvres, tu vois la feuille, la maison, les gens qui passent. C'est juste ça. Après, quand tu as une vision plus large, tu peux commencer à aller, ah tiens, je vais râler dans la branche pour voir. C'est seulement après qu'on devrait analyser. Parce que si on analyse avant tout de suite, on est souvent dans le faux. On a besoin d'abord d'avoir conscience, de ressentir les choses et puis après, dire, ok, je vais quand même plonger là un peu plus loin parce que je vois ça, ça, ça et ça. Il faut pas que ça devienne une prise de tête. Moi, je le fais, c'est du style, quand je le fais bien, je m'arrête pour ça, point, même si ça prend 2 heures. Mais après, j'oublie. Je passe à autre chose, je suis à mon travail. Ah, c'est accessible à tout le monde. Ah oui. Alors, je reformule ma question. Est-ce que tu penses qu'on a tous cette capacité à se poser pour réfléchir et se dire « Ah tiens, j'ai réagi comme ça !» Ah ben, on a tous cette capacité, bien sûr. Et puis, vraiment, je vois même beaucoup plus. Vraiment. Il faut juste prendre le temps de se poser. Il faut quand même oser de temps en temps se remettre en question aussi, parce qu'il y a des gens, vraiment, ça... C'est une absence de remise en question, d'ailleurs, même dans le milieu de la spiritualité, où ils pensent que parce qu'on est médium, parce qu'on est thérapeute, que voilà, c'est bon, c'est fait. Non. Non, non. Tout le monde est à la même enseigne pour ça. Donc, il y a à observer si quelque chose bug ou si on a un mal-être, dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Déjà, rien que ce questionnement fait déjà qu'en général, on va recevoir des réponses. Mais si on passe au travers en disant tout va bien, voilà, c'est ça aussi. Après, comme je te disais avant, le côté de se connaître bien, mais quand je dis vraiment bien, c'est pas juste une théorie fumante ou fumeuse qui dit ah voilà, oui je suis un être dans l'absence d'être. Voilà, ça c'est de la philosophie. Cette philosophie-là sert à philosopher, mais dans le monde de l'entreprise, dans ton travail, il faut du concret. Tu vois, je veux dire, voilà, si je peux dire ok, cette partie-là de moi, c'est vrai que je sens ces pensées, je refoule cette émotion. Ok, je sais d'où ça vient. Je sais comment j'ai créé ça. Je sais aussi maintenant comment changer, transformer cette énergie peu à peu. Et là, on est dans de la précision, on est dans de la conscience, mais très, incarné, très terrestre. Et c'est ce qu'on a besoin dans une entreprise. Il y a, tu vois, moi, je me positionne souvent comme médium parce qu'il y a vraiment des choses incroyables, mais en même temps, vraiment, je suis quelqu'un qui amène les gens à vraiment dire non, non, mais tu es là, ici. Donc, il faut que tu aies conscience, si tu as un problème de couple, il faut s'en occuper. Ou au travail, il faut y aller, il faut voir ce qui se passe, qu'est-ce que tu peux changer. Mais ça ne doit pas venir une obsession non plus par peur de vivre. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils glissent gentiment là-dedans aussi. On est d'accord. Ça, d'ailleurs, je le répète très souvent. Pour moi, dans notre secteur d'activité, donc pour les thérapeutes, les coachs de vie, vraiment toutes les personnes qui gravitent autour du bien-être, du mieux-être, de la spiritualité, 80% de la réussite, je parle de l'entrepreneuriat, Oui, oui. c'est ton état d'esprit.
c'est ta capacité à t'analyser, à te connaître. Il y a d'autres personnes sur ce podcast qui en parlent. Je pense à Julien, qui a un livre qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et tout l'épisode... Oui, tout à fait. Et tout l'épisode, on a aussi, tu vois, ça me fait penser à ça parce que vous êtes tous à peu près d'accord pour dire qu'en fait, la clé, c'est la connaissance approfondie de soi. Pour vraiment s'incarner, se réaliser dans ses projets professionnels, mais aussi dans la vie. Il n'y a pas que le professionnel. Mais là, vu qu'on parle entrepreneuriat, d'autant plus. Et vous êtes vraiment tous et toutes, vous dites la même chose. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être un petit peu commencer à nous croire, quoi. Ouais, et puis, bon, je rajouterais une chose que certainement qui a été dit aussi, c'est cette connaissance de soi, on se connaît de mieux en mieux, et bien, ça nous amène aussi à mieux appréhender notre environnement, les gens qui sont là, en faisant avec les autres. Parce qu'aussi, c'est pas le fait que soi, c'est qu'à un moment donné, dans cette démarche, l'autre étant toujours à quelque part aidant pour nous-mêmes, mais en même temps de faire avec l'autre, ça vient automatique, d'accord? C'est pas j'aide l'autre dans le sens mon Dieu, comme si chaque fois c'est moi qui allais le sauver ou quelque chose comme ça. Non, du tout, parce que je sais que je m'aide et l'autre m'apprend à quelque part. Il y a je trouve aussi dans l'entreprise pour ceux qui ont travaillé avec plus de monde, c'est jamais évident, d'accord? Mais quel apprentissage, tu vois? Moi j'ai vu. À quoi on jouait chacun dans nos rôles. C'est intéressant et puis en même temps d'apprendre à faire avec l'autre, pas être en compétition avec l'autre, d'être vraiment apprendre avec l'autre et à se stimuler, tu vois, c'est comme des jardiniers, on s'arrose mutuellement pour que cette plante puisse... Et très souvent, je vois des choses qui se passent, mais même inconsciemment de la part des gens, on a une tendance à prendre le sécateur et couper. Et ça aussi, c'est des choses à travailler, à mon avis, parce que j'y suis toujours dessus, parce que j'ai dit, non, mais quand tu dis ça, mais tu fracasses tous les autres. J'ai dit, non, tu peux dire cette chose-là, même si c'est différent, c'est pas dans ta pensée que t'es pas d'accord, est-ce que tu peux le faire sans devoir déglinguer la moitié des autres thérapeutes, tu vois? Parce que si on fait ça, faut pas se leurrer, les gens qui sont en face, conscients ou pas, ils enregistrent. Moi, finalement, il fait comme nous, quoi. Donc, on n'est pas des bons exemples, et du coup, les schémas continuent, mais en plus vicieux, tu vois. On devient plus vicieux, mais on coupe quand même les têtes. Alors, on critique, les gens dans les affaires sont comme ça, puis finalement, tu regardes, tu dis, mais les gens dans la spiritualité sont la même chose, simplement. C'est mieux emballé, tu vois, parce qu'on a les mêmes mécanismes. On veut plus de pouvoir. Après, si un jour, moi, je vois les gens qui ont été rabaissés pendant longtemps, ils veulent leur vengeance, et du coup, c'est à leur tour qu'ils écrasent tout le monde. Et ça, c'est des petites choses vraiment à voir. Après, c'est vrai, en tout cas, maintenant, je peux vraiment dire, dans ce domaine-là, je me connais vraiment mieux que quand j'avais 17-18 ans. En plus, c'est pas que souvent, on croit aussi que les gens vivent plus des choses difficiles ou des choses... Non, c'est la manière dont je les vis qui est très différente. Voilà. Un truc qui prenait des fois 3-4 mois, en 10 minutes, des fois, hop. J'ai dit, tiens, même les gens, ils disent, ça va mieux. Et j'ai dit, de quoi tu me parles? Ah, d'accord, ce matin. Donc, moi, j'ai déjà totalement oublié, je suis dans autre chose. C'est là que je vois que j'ai changé. Voilà. Pas dans tous les domaines, je traîne un peu la patte aussi, mais bon, voilà. On a le temps. Faut pas le dire. Non, c'est vrai. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'avoir été sur l'épisode, d'avoir parlé de tout ça. C'était hyper intéressant. Moi, j'adore vous recevoir parce que j'apprends plein de trucs. Merci, Léa. Moi aussi, ça m'a fait plaisir d'être invité à ton émission. Où est-ce qu'on peut retrouver tes actualités? Est-ce que tu es sur les réseaux? Donne-nous un petit peu tes infos, tes actus. Oui, alors, il y a déjà Jean-Marie Muller en un seul, tout en minuscule, tout appendu, jeanmariemuller.com, voilà, ça c'est mon site internet. Je remettrai le site. Après, j'ai une chaîne YouTube aussi, où il y a plein, il doit y avoir 150 vidéos. Je l'ai un peu abandonné depuis 2 ans, donc je fais très, très peu de choses. Mais il y a énormément d'infos, vraiment, et dans plein de sujets, donc ça peut être intéressant. J'ai un livre aussi qui s'appelle Les Émotionnautes, qui est sorti assez récemment aux éditions Guittre et Daniel, où vraiment j'ai voulu expliquer simplement ces émotions, et puis aussi d'amener un angle d'entrée peut-être différent de ce qu'on a envie de voir. Et la moitié du livre, c'est juste des questions que les gens m'ont posées pendant des années.
Et je me dis, je vais prendre ça parce que finalement, ça nous correspond. Voilà, justement. Pourquoi dans mon entreprise, il y a ça? Pourquoi avec ma fille, j'ai toujours les mêmes conflits? Enfin, les trucs humains que finalement, qui nous parlent. Et j'ai voulu vraiment répondre là-dedans. Sinon, je fais des accompagnements aussi de 3 mois, des lectures, c'est-à-dire pour que vous ayez le point. Bref, plein de choses. Allez voir sur le site parce que là-bas, il y a plus ou moins tout. Ouais. J'ai fait quelques émissions aussi. Ouais, on retrouve tout ça sur ton site. Je le mettrai en description. Merci beaucoup encore une fois, Jean-Marie, Merci à d'avoir toi, été avec Léa. moi. Je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt.